Je m'appelle Mohamed Sajidi, je suis président fondateur de l'association Vaincre l'autisme. Je m'intéresse à l'autisme parce que d'abord je suis concerné, je suis le papa d'un Sami qui est un enfant autiste qui a aujourd'hui 22 ans et qu'on était choqué par la découverte de cette maladie, mais choqué en plus de l'absence d'informations, de connaissances et de diagnostics. C'est pourquoi je me suis mis à l'action. Je définis l'autisme comme une maladie neurobiologique qui a des composantes génétiques et fondamentalement des composantes qui seraient physiologiques et organiques. On sait que cette maladie génère des troubles de l'interaction sociale, des troubles de la communication sur la base, qui génèrent des troubles de l'interaction sociale, et ces derniers génèrent des troubles du comportement. Et donc si on n'intervient pas précocement par rapport à la communication pour enseigner et apprendre à l'enfant comment parler et communiquer avec son environnement, eh bien ça va générer des troubles du comportement qui vont s'aggraver au fur et à mesure pour que l'enfant devienne automutilant, violent, aucune solution sauf des psychotropes ou des hôpitaux psychiatriques. Au niveau des prévalences, c'était une naissance sur 10 000. En 10 ans, on avait une augmentation d'une naissance sur 1000 et maintenant on est à une naissance sur 100. Il y a une dernière étude aux États-Unis qui a été travaillée sur 5 années qui montre qu'il y a une naissance sur 50. Vous voyez, donc si l'on considère ce qui est reconnu globalement au niveau international, c'est une naissance sur 100, ce qui veut dire qu'en France, nous avons 650 000 personnes, dans lesquelles il y a à peu près 180 000 enfants. On peut expliquer cette augmentation de cas d'autisme par deux choses. Les premières sont les découvertes scientifiques qui ont amélioré les outils diagnostiques et donc on a pu diagnostiquer des enfants qui n'étaient pas diagnostiqués avant tout simplement. L'autre, c'est qu'il y a des choses qui sont liées à des contaminations, il y a d'autres choses qui sont environnementales dont on n'a pas financé la recherche pour les découvrir. Donc ça reste encore ambigu, mais du moins ce qu'on sait maintenant, c'est que nos outils de diagnostic performent en fait un dépistage précoce de la maladie chez les enfants. Donc, ce qui permet au moins d'agir rapidement pour limiter les dégâts de la maladie. En travaillant au cas par cas, nous avons des enfants qui sont porteurs d'autisme, mais qui sont également porteurs d'autres maladies génétiques, neurologiques, etc. Donc déjà, nous avons un problème grave de santé publique qui aggrave la situation encore plus, c'est qu'on ne fait pas le diagnostic ou le dépistage des autres maladies associées. Donc quand on s'occupe au cas par cas, si l'on met un dossier médical informatisé avec des diagnostics dont les tests, on connaît les outils, c'est-à-dire les recommandations du diagnostic, du dépistage et diagnostic précoce de la Haute Autorité de la Santé de 2005, sont largement suffisantes pour que tous les tests médicaux soient faits. C'est-à-dire on va éliminer toutes les maladies sous-jacentes ou connues. Et après, on s'occupera de traitement de ce qui existe. Au niveau de la politique de santé publique aujourd'hui, il n'y a aucune stratégie de lutte contre l'autisme. Sur le premier plan, c'est qu'on a refusé de reconnaître cette maladie telle qu'elle est reconnue au niveau mondial, en France, et qu'on a considéré l'autisme comme une maladie psychiatrique ou maladies dues à des problèmes psychologiques au niveau du comportement de la maman. La particularité en France, c'est que nous avons une psychiatrie qui est majoritairement psychanalytique. Et donc tout ce qui est psychanalytique est fondé sur des données qui restent caduques, qui n'ont aucun fondement scientifique et médical. Et donc tous les traitements qu'on a essayé de mettre en place et qu'on a infiltrés dans le système de santé sanitaire ou médico-social, c'est d'aller chercher la cause psychologique ou psychique chez l'enfant, alors que les données scientifiques aujourd'hui montrent qu'il s'agit bien d'un problème qui se situe au cerveau et qui génère ce trouble du comportement qui reste assez hétérogène. Donc il y a plusieurs degrés dans l'autisme et c'est pour ça que ça rend la chose un peu difficile. Mais vraiment la plus grande erreur qui a été faite, c'est ce faux et mauvais diagnostic et cette considération psychiatrique de l'autisme. Alors, à 99% des cas actuellement sont pris en charge dans des structures inadaptées, qui sont les premières, c'est les hôpitaux psychiatriques. Donc, vous avez des personnes adultes autistes enfermées, même camisolées dans des chambres d'isolement dans des hôpitaux psychiatriques, avec tout le coût que ça apporte et les dégâts
sur la santé de la personne. Vous avez des hôpitaux de jour dits psychiatriques pour enfants qui prennent des enfants en charge, qui coûtent la somme de 180 000 euros par an sans qu'il y ait de résultats concrets. Donc l'enfant de là, il finit dans l'hôpital psychiatrique définitivement à l'âge adulte parce qu'il n'y a pas de traitement. Et vous avez des prises en charge qui sont médico-sociales, où on est dans des structures médico-éducatives qui appliquent aussi des traitements qui sont psychanalytiques. Et donc il n'y a jamais d'intervention éducative auprès des enfants. Et donc ces méthodes-là qui sont des méthodes comme le packing, où on va envelopper l'enfant nu dans du linge glacé, comme si on va le faire renaître, soi-disant pour rassembler son corps ou sa psyché. Vous avez des traitements qu'on appelle le pataugeoire, où on veut mettre les enfants, voire les arroser avec de l'eau pour qu'ils pataugent dans l'eau, soi-disant que c'est une thérapie, alors qu'il n'y a aucun résultat, donc on abandonne les enfants. Et vous avez des structures où je peux employer le mot, on parque les enfants autistes et on attend, c'est-à-dire vous avez des enfants pour un éducateur. Qu'est-ce que vous voulez quand vous avez une efficacité d'un éducateur pour un enfant et que quelque part on finance un éducateur pour cet enfant, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à part les stagner dans leur stéréotypés, s'imitent les uns les autres et leur état de santé s'aggrave. Mais le plus dramatique dans cette situation, c'est que les pouvoirs publics ou la sécurité sociale financent ces prises en charge qui sont déjà inadaptées, mais que au derrière n'évalue pas ces prises en charge sur le plan coefficience ou efficacité d'intervention auprès des enfants. Et ça, c'est grave. Et on ne comprend pas pourquoi on a un barrage et on a un obstacle à ce qu'on agisse pour évaluer. Pourquoi? Parce que ces psychiatres psychanalytiques, ou ce lobby extrêmement puissant en France, dit que les prises en charge thérapeutiques psychanalytiques ne s'évaluent pas. Et donc on reste sur des idées farfelues, un peu marginalisées, alors qu'il y a des enfants, la majorité des enfants sont tous passés par ces milieux psychiatriques et c'est les parents qui les ont sortis de là, comme mon cas en est un exemple. Pour aider nos enfants, nous les avons sauvés avec tout simplement de l'éducation. Par exemple, l'analyse appliquée du comportement va travailler sur les antécédents du comportement. Pourquoi un enfant crie? On va observer qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour lui au départ qui l'a emmené à crier. Et donc on va proposer à l'enfant par un programme adapté comment il peut exprimer ses besoins par rapport à ce qui l'a fait crier. Donc on remplace le cri par une communication. Et ces outils-là sont à décliner situation par situation. Un exemple, on va apprendre à l'enfant comment se laver les dents. Dans se laver les dents, c'est d'abord ça, à lui apprendre ce que c'est qu'une brosse à dents, ce que c'est qu'un dentifrice, lui apprendre sur le plan sensoriel la matière des dentifrices, l'odeur des dentifrices. Après, on va apprendre comment il ouvre le robinet, qu'est-ce que c'est que le lavabo, comment l'eau sort de lavabo, comment lui peut utiliser ça. Vous voyez un peu la démarche. Et après, comment il met cette matière dans sa bouche. Et ça, c'est décliné sur plusieurs mois, mais on l'enseigne étape par étape. C'est-à-dire, on ne peut pas dire à l'enfant, viens laver les dents. Donc, viens laver les dents, il y a quand même 15 étapes qui doivent être déclinées et enseignées à l'enfant. Une fois qu'il l'a compris, c'est terminé, il est autonome. L'autre, c'est une communication par l'image. Il y a une méthode, là c'est une méthode qu'on appelle le PEX, où pour les enfants qui sont non-verbaux, on va mettre, par exemple, pour qu'il demande une pomme, on va lui donner une image de pomme. Et après, on remplace l'image par le mot qui est écrit pour dire le son verbalement, on lui dit pomme et on donne l'image. Après, l'enfant va commencer à prononcer. Parce que son problème, c'est un trouble de la communication. C'est qu'il ne sait pas comment dire. Ce n'est pas qu'il ne peut pas parler. Ce n'est pas un trouble du langage. Et donc à partir de là, on va développer chez l'enfant un comportement langagier qui fait estomper les images et développer au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant. Donc maintenant, sur les méthodes pédagogiques, l'enseignement classique, c'est justement à ça qu'on va amener les enfants autistes. Il n'y a pas besoin de changer ces méthodes-là. Il y a besoin de faire ce travail prioritaire précocement auprès de l'enfant qui est donc spécifique et spécialisé pour ramener l'enfant à vivre et apprendre dans le système classique. Comment? Quand on prend l'enfant à 3 ans, il va rentrer à l'école. À l'école, il suit le cours classique des enfants. Sauf que lui, on va lui outiller quelque chose pour décliner, par exemple, les instructions de l'enseignant pour qu'il puisse comprendre la leçon. Et il est accompagné pour ça avec des outils qui vont l'aider jusqu'à ce qu'il soit autonome dans le milieu ordinaire. On ne veut pas changer le milieu ordinaire. Après, nous avons ce qui va être des traitements pharmacologiques. Nous avons trouvé des traitements pour certains symptômes, pouvoir même
éradiquer certains symptômes, mais n'auront pas un traitement pour l'autisme, par exemple. On sait que l'autisme, c'est un fonctionnement chez la personne autiste. Mais si on arrive à faire évoluer la recherche fondamentale, on va arriver à trouver des traitements efficaces qui vont permettre de réduire d'abord les souffrances chez la personne autiste et son environnement, et permettre d'améliorer l'état de santé et d'empêcher surtout la maladie, d'aggraver l'état de santé de l'enfant. Et ça, c'est la priorité des priorités, quoi. Dépistage précoce on peut, programme spécifique, éducation spécifique, et après, on va apporter selon les difficultés de l'enfant. S'il a des troubles du sommeil, on a des traitements médicamenteux aujourd'hui pour ça. S'il a des troubles de la concentration, on a, et on va adapter au cas par cas. Au cas par cas, avec un suivi médical important, il faut savoir à quel moment, combien de temps il faut donner ce médicament et le suivre. Aujourd'hui, on est encore aux prémices des traitements pharmacologiques pour l'autisme, pour certains symptômes de l'autisme. Si vous voulez, dans les autres maladies, il y a assez de forces qui ont réussi. Si vous prenez la trisomie par exemple, ils gèrent leurs problèmes, l'État ne fait que financer ce que les associations mettent en place. Dans l'autisme, on est encore possédé par des administrations, un milieu de psychiatrie, un milieu administratif qui verrouille tout, parce que c'est quand même le verrouillage du système, et il n'est pas fait par des psychiatres, il est fait par des responsables fonctionnaires et de hauts responsables de l'État. Si vous prenez la Direction générale de la santé, c'est elle qui met en place la politique de santé publique et le mode de financement. Toutes les institutions, tous les hauts fonctionnaires de l'État sont responsables de ce verrouillage. Un politique, même un ministre, quand il arrive au pouvoir public, il est mené par les fonctionnaires. Lui, il n'est que de passage. Et donc, vous voyez qu'il y a une espèce de faiblesse de force de l'homme politique qui est incapable de prendre des décisions. De prendre des décisions, de passer au-dessus du système, parce que c'est à ça que les citoyens l'ont élu. Eh bien, ils ne le font pas. Parce que comme ils ne s'occupent que de leurs intérêts, finalement, ils ne s'occupent pas de ça, et de que les fonctionnaires maintiennent ce retard français, en tous les cas en matière d'autisme. Si on veut parler de l'école, l'éducation nationale, c'est un État dans l'État. Vous ne pouvez pas... Une école discrimine un enfant autiste et l'exclut, vous n'avez rien à faire contre. Vous n'avez aucune procédure juridique pour défendre les droits de l'enfant. Et l'éducation nationale n'a aucune politique de scolarisation des enfants autistes. Aucune politique. Ils sont marginalisés. C'est pas normal. Quand on veut essayer d'obtenir, comme c'est le cas de notre association, pour pouvoir défendre ses droits, donc nous avons besoin de grands avocats spécialisés, donc de l'argent pour financer ces avocats, juste parce que les pouvoirs publics n'écoutent pas. Parce que s'ils écoutent, leur devoir c'est de répondre aux besoins des usagers, pas aux intérêts des professionnels ou de certains lobbies. Et ça, les pouvoirs publics ne le font pas. Cette situation est due à une responsabilité qui est d'abord étatique. Elle est d'abord étatique. C'est pas normal qu'avec tout le financement qui se donne, tout l'argent du contribuable auquel le citoyen contribue, parce que pour moi, c'est une question de justice sociale, les citoyens payent leurs impôts pour cette justice sociale, sauf que l'argent ne va pas là où il faut. Et ça, c'est pas normal. Donc l'État est responsable. Pour aller devant la justice afin qu'elle condamne l'État à faire le nécessaire, il nous faut des gros moyens que nous n'avons pas. Et on reste victime dans cette partie-là, quoi. L'autisme aujourd'hui, au niveau de la recherche, nous n'avons découvert que 10% des causalités. Il nous reste 90% à découvrir pour savoir comment traiter cette maladie ou du moins ses symptômes. Aujourd'hui, la recherche nous a permis de savoir qu'il y a quand même des composantes génétiques qui sont impliquées dans l'autisme. La recherche nous a fait comprendre que c'était une maladie neurologique. La recherche nous a montré que tout vient du cerveau. Certaines zones du cerveau qui sont en dysfonctionnement, où il y a des aberrations neurologiques. Donc, nous avons déjà ça en main. On sait quel chemin prendre dans le cadre de la recherche fondamentale. Après, en ce qui me concerne déjà, ce qui nous manque nous dans l'association, c'est d'orienter la recherche vers ce qui est physiologique dans l'autisme et ce qui est organique dans l'autisme. Et ça, malheureusement, la recherche est en cours, elle est en train de débuter. Donc, je pense que nous avons une recherche d'excellence internationale qui n'est pas encore reconnue et intégrée en France,
Mais je pense qu'il va falloir mutualiser toutes ces recherches internationales, ce qui est notre objectif avec la mise en place d'un institut de recherche, pour pouvoir rendre ces éléments de recherche plus performants et aller plus vite à répondre aux besoins. Si l'on ne finance pas la recherche fondamentale, nous n'aurons jamais de recherche clinique et donc jamais de découverte de traitement. Il faut d'abord découvrir les causes. Et donc c'est une question de moyens. Comment se fait-il qu'un pays qui est une 5e puissance économique mondiale soit incapable de s'occuper de ses propres enfants qui sont atteints d'autisme et de les exiler vers la Belgique? Et plus grave, c'est comment se fait-il que des politiques ont pu se permettre de décider de délocaliser la solidarité nationale et financer des prises en charge à l'étranger? C'est la Belgique, d'accord, nous sommes en Europe, mais c'est quand même à l'étranger. Éloigner les enfants de leur environnement familial et de faire tout un système de financement pour cela. C'est une rigidité du système. Si l'on prend un pays comme la Suède, qui a 30 ans d'avance aujourd'hui par rapport à l'autisme au niveau européen, c'est que c'est un pays qui est moins compliqué que la France, qui est moins vieux que la France, et il a une démarche sociale et d'intérêt général. Ils ont pu mettre, c'est le pays référent pour nous en matière de législation, de suivi des personnes autistes. En France, c'est un vieux pays qui avait mis un système qui marchait très bien à une certaine époque et qu'aujourd'hui, il a du mal à évoluer. Dans ce système, il y a des lobbying qui sont installés, qui ont des intérêts énormes par des modes de financement, notamment celui de la Belgique. Et donc, ces gens-là défendent ça et les politiques ont du mal à prendre des décisions. Tant que les citoyens français ne savent pas, ne sont pas courants que c'est leur argent qui sert à cette marginalisation, ces mauvais traitements, le politique ne pourra rien faire. Donc c'est à nous aussi de sensibiliser les Français pour qu'ils se lèvent aussi contre cette honte. L'association Vaincre l'autisme agit déjà pour la reconnaissance de l'autisme et ses besoins spécifiques au niveau des pouvoirs publics, de la société, des instituts de santé. La deuxième chose, c'est vraiment la défense des droits fondamentaux des enfants et de leurs familles. Et on intervient justement au niveau de la recherche pour que les chercheurs, aujourd'hui on a un comité scientifique, à ce qu'on puisse, nous, association de malades, entre guillemets, trouver les fonds nécessaires pour financer des programmes de recherche pour intensifier en fait le combat contre la maladie. Étant donné que les pouvoirs publics ne donnent pas les moyens nécessaires à la recherche pour combattre la maladie, c'est à nous d'agir pour imposer aussi au pouvoir public d'agir avec nous. Nous avons les outils pour pouvoir intervenir efficacement au cas par cas devant les enfants. Il suffit de former les professionnels, de mettre en application. Donc là déjà on combat la maladie pour moi. Après, il y a ces traitements éducatifs qu'il faut appliquer, qui marchent. Ils ne marchent pas pour tous de la même façon, mais je vous dis c'est au cas par cas, donc on réadapter. Donc ces outils marchent, on les met, puisque le reste ne marche pas. Donc on met ce qui marche. Il est clair que l'approche psychanalytique a fait beaucoup de dégâts sur les personnes autistes et leurs familles. C'est une erreur fondamentale. Aujourd'hui, il est nécessaire, puisque toutes les données le montrent, toutes les instances sanitaires, autorités sanitaires le montrent, et il faut arrêter définitivement les traitements psychanalytiques auprès des personnes autistes et de leurs familles. Ça, c'est clair. Il n'est pas possible que des parents qui sont d'abord, avant tout, victimes d'une situation parce qu'on prend mal leur prise en charge, qui soient mobilisés, dynamiques, qui emploient une énergie incroyable pour créer des projets, pouvoir les mettre en place, et que l'État leur met tout en face pour les arrêter, quoi. Alors qu'eux se battent pour développer leurs enfants, quoi, ou sauver leurs enfants. Ça, c'est pas, j'arrive pas à comprendre encore. C'est révoltant. Je veux vaincre l'autisme, je veux régler la problématique de l'autisme en France, donc j'agis pour. Il faut aller vers une nouvelle législation pour l'autisme qui reconnaît la particularité de l'autisme, les droits des personnes autistes, leurs spécificités et leur droit d'obtenir leurs droits communs comme chaque citoyen français. Parce qu'il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui sont porteurs de projets. On peut avoir une solution très vite à s'occuper de nos enfants nous-mêmes.